les conseils de Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo la semaine dernière, ça a été une sacrée semaine. Mais aujourd'hui, c'est reparti et sur de bonnes bases. On a beaucoup parlé d'immobilier dans les dernières vidéos, mais il y a une question qui reste encore sans réponse, c'est celle de la résidence principale. On entend beaucoup dire autour de nous qu'il faut d'abord penser à sa résidence principale avant de penser à tout autre investissement. Mais est-ce vraiment un bon conseil? Bon, alors, pour ou contre acheter sa résidence principale, faut-il mieux l'acheter ou la louer? En 5 points, c'est parti. Premier point, qu'en est-il de la vie de tous les jours? Au jour le jour, acheter ou louer sa résidence principale, c'est un peu la même chose. Quand on loue, on paye un loyer et des charges complémentaires. Et quand on achète, on paye une mensualité à sa banque. Bon, dans certains cas, vous allez payer une mensualité plus élevée qu'un loyer pour le même type de surface. Et quand vous êtes propriétaire, vous pouvez faire également face à des dépenses imprévues comme des ravalements de façade ou des problèmes avec votre toiture. Mais en soi, dans la vie de tous les jours, c'est un peu équivalent. Donc, pour la vie de tous les jours, acheter un, louer un. Et mais la résidence principale, c'est bien un investissement. Alors, on entend beaucoup dire c'est mieux de donner de l'argent à sa banque pour rembourser un crédit que de donner de l'argent dans le vent à un propriétaire. Mais en fait, pourquoi est-ce que ce serait mieux? Je comprends que la résidence principale, ce soit un investissement à la base de beaucoup de patrimoine. Mais la résidence principale, en fait, c'est un investissement qui ne vous rapporte pas de revenus. Qui irait investir son argent dans une assurance vie qui lui rapporte absolument rien? Et la résidence principale, c'est un peu ça. Certes, vous avez un loyer en moins à payer, mais en contrepartie, vous avez une mensualité à payer, parfois même plus cher que le loyer que vous auriez eu pour la même surface. Donc, c'est une question à prendre en compte. Oui, c'est un investissement, mais est-ce que ça vaut un investissement locatif qui vous rapporterait des loyers et qui vous aiderait à payer votre mensualité? Bon, ça c'est pour le côté entièrement financier. Mais quand il s'agit vraiment d'un investissement émotionnel, comme c'est le cas pour une résidence principale, la résidence principale est imbattable. Acheter la résidence dans laquelle on choisit de vivre suscitera toujours une émotion particulière qu'un investissement locatif de base ou qu'une assurance vie ne pourra jamais ne serait-ce qu'approcher. Donc pour le côté investissement, acheter 2, louer 1. Alors numéro 3, qu'est-ce qui se passe en cas de séparation quand on a acheté sa résidence principale? Alors acheter ensemble sa résidence principale, c'est une preuve d'engagement dans le couple. C'est un peu comme se paxer, se marier, ça fait partie des étapes de la vie. Mais ça peut également tourner au cauchemar quand on décide de séparer. Quand on loue ensemble un appartement, qu'on a tous les deux nos noms sur le bail avec le propriétaire, c'est assez simple de se séparer. Le but est de prévenir le propriétaire que vous vous séparez pour qu'il ne conserve qu'un seul des deux noms sur le bail. Vous avez tout à fait le droit de le demander et ça peut se régler avec un minimum de paperasse. Mais quand on achète ensemble, dans ce sens-là où j'entends quand on a emprunté ensemble pour acheter un bien, les solutions vont vite être très différentes. Bon, attention, je parle des cas où on emprunte ensemble pour acheter un bien. Si, par exemple, vous avez emménagé avec une personne qui avait déjà acheté sa résidence principale tout seul et que vous décidez, par équité, de l'aider à payer la mensualité du prêt, gardez bien en tête que vous n'avez aucun droit sur ce bien si vous n'êtes ni marié ni pacsé. Oui, ça paraît assez injuste parce que vous aidez à payer le loyer, mais en fait, gardez bien à l'esprit que c'est son bien à lui ou à elle. Voilà. Bon, par contre, quand on a emprunté ensemble et que malheureusement une séparation arrive, vous avez 3 solutions. La première solution, c'est que vous vendez le bien et vous partagez le prix de vente après avoir remboursé la banque. La deuxième solution, c'est l'un des deux veut garder le bien et racheter la part qui appartient à l'autre. Et également reprendre à son nom le prêt consenti par la banque.
Bon, cette solution paraît sympa, mais il faut bien se dire qu'elle est conditionnelle. Et elle est conditionnée par l'acceptation de la banque de ce projet. La banque va réétudier votre dossier et votre solvabilité pour pouvoir vous dire si oui ou non vous pouvez garder l'emprunt ou si vous allez être obligé de vous séparer du bien. La troisième solution, c'est la solution qui est la plus compliquée à gérer sur le long terme, c'est le fait de garder l'appartement, de le mettre en location et de se partager les loyers. Bon, ça peut être assez compliqué à mettre en place si vous n'êtes pas en bon terme avec la personne dont vous vous séparez. Et ça peut même être très compliqué à long terme, même si vous vous entendez bien avec la personne. Mais ça reste une solution intermédiaire entre la vente et le rachat de l'appart par l'autre. Pour tout ce qui est gestion de séparation, acheter 2, louer 2. Qu'est-ce qui se passe en cas de succession quand on achète ensemble? Quand on achète un bien ensemble et que l'un des partenaires malheureusement décède, tout va se jouer sur la situation du couple au moment où ils ont acheté. Si le couple était pacsé ou marié au moment où ils ont acheté, le conjoint ou le partenaire survivant peut récupérer jusqu'à la totalité de la propriété s'il n'y a pas d'enfant, s'ils ont bien fait un testament, à certaines conditions. Mais bon, par contre, si le couple vit en concubinage, la situation est totalement différente. En cas de décès de l'un des concubins, la partie qui normalement appartient au concubin décédé ne va pas revenir au concubin survivant, mais va revenir à sa famille et à ses héritiers. Ce qui va en fait englober parents, frères et sœurs, neveux et nièces, cousins. Et en dernier ressort, si le concubin décédé n'a aucun de ces 4 groupements familiaux, c'est l'État qui va devenir l'héritier du concubin décédé et en aucun cas le concubin survivant. Ça peut vite tourner au scénario catastrophe où le concubin survivant va se retrouver dans l'obligation soit de racheter la part de son concubin à la famille de son concubin, ou d'être obligé de vendre son bien, de donner la moitié du prix de vente à la famille et encore rembourser la banque de l'emprunt, rembourser totalement la banque si l'assurance emprunteur n'a pas fait son boulot. Oui, ce genre de cas, on essaye de les éviter. Bon. Par contre, quand on loue ensemble un bien, même quand on est concubin, ça nous enlève beaucoup de poids des épaules, puisque à partir du moment où on est tous les deux sur le bail, on a tout à fait le droit de rester dans l'appartement si l'un des concubins décède. Et en cas de succession, acheter 2, louer 3. Numéro 5, acheter sa résidence principale à l'étranger. Quand on vit à l'étranger, même si on n'envisage pas de rester au même endroit plus que quelques années, la rentabilité de l'achat d'une résidence principale n'est pas toujours intéressante. En plus, acheter dans un pays qui n'est pas le sien n'est pas toujours facile, entre les lois qui sont différentes, les potentiels problèmes de compréhension ou les clauses spécifiques au pays où vous voulez acheter. Rien n'est simple quand on achète dans un pays étranger. Et on n'est jamais vraiment sûr de pouvoir rester dans ce pays aussi longtemps qu'on le souhaite. Dans certains pays où l'immobilier n'est vraiment pas cher, il peut être très tentant d'acheter au lieu de louer. Mais attention où vous mettez les pieds. Renseignez-vous bien avant d'acheter. Certains pays ont des règles qui pourraient vous surprendre en matière d'immobilier. Et quand il s'agit d'acheter à l'étranger, acheter 2, louer 4. C'était le match acheter ou louer sa résidence principale. Bon, malgré les résultats de ce match, je suis loin de déconseiller l'achat de sa résidence principale comme conseil patrimonial. Tout dépend de votre situation et de ce que vous voulez dans la vie. Simplement, acheter sa résidence principale n'est pas le fameux bon conseil universel que l'on pense. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Pour toutes vos questions, mes coordonnées et les réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et une bonne semaine à tous.